Vous savez, il y a une révolution silencieuse qui est en train de se passer dans nos usines. On parle de nouveaux matériaux, de conceptions qui semblent tout droit sorties de la science-fiction et de nouvelles façons de fabriquer les objets. Tout ça converge en un point, un nexus, qui est en train de redéfinir complètement notre avenir, de nos voitures à nos avions. Allez, on va voir ça de plus près. Alors, 6 à 8%. Ce chiffre comme ça, il peut sembler un peu abstrait, pas très impressionnant. Mais en réalité, dans le monde des transports, c'est absolument énorme. Le département de l'énergie des États-Unis nous dit que c'est le gain en économie de carburant qu'on obtient à chaque fois qu'on réduit le poids d'un véhicule de 10%. Et c'est cette promesse, ce chiffre, qui a lancé une véritable course mondiale à la légèreté. Mais attention, cette course à la légèreté, ce n'est pas juste une histoire de faire des économies à la pompe. Pas du tout. On parle de voitures plus réactives, plus performantes et bien sûr avec un impact bien plus faible sur l'environnement. Dans cette industrie, chaque gramme est devenu crucial et c'est cette obsession qui est aujourd'hui un moteur d'innovation absolument incroyable. Et en fait, cette tendance n'a rien de nouveau. Si on regarde ce graphique, on voit bien que ça fait des décennies que la composition de nos voitures évolue. Prenez la courbe de l'aluminium par exemple. Son utilisation a grimpé en flèche. Clairement, la voiture qu'on conduit aujourd'hui n'a déjà plus grand-chose à voir avec celle d'il y a 20 ou 30 ans. Bon, tout ça nous amène à une question assez fondamentale. Avec quels matériaux va-t-on construire les véhicules de demain ? Parce que, en coulisses, il y a une vraie compétition qui s'est engagée. Différents matériaux sont sur les rangs et chacun essaye de prouver qu'il est le meilleur pour remplacer l'acier traditionnel. Alors, qui sont les concurrents ? Eh bien, ce tableau, il résume bien le dilemme. C'est toujours un compromis entre la performance et la réalité économique. D'un côté, on a les aciers avancés. Ils offrent des gains de poids, disons modestes, mais ils sont super faciles à intégrer dans les chaînes de production actuelles. Et de l'autre, on a des matériaux comme la fibre de carbone qui promettent des réductions de poids hallucinantes, parfois plus de 60%. Le problème ? Le coût et la complexité de fabrication. C'est pour ça qu'on les trouve surtout sur des voitures de course ou de très grand luxe. Toute la bataille se joue là. Et ce qui est vraiment parlant sur ce visuel, c'est de voir à quel point ce potentiel est énorme. La première barre là, c'est un véhicule de référence, un véhicule standard. Les autres, eh bien, elles montrent à quel point il pourrait être plus léger si on utilisait massivement de l'acier avancé, de l'aluminium, du magnésium ou des composites. Et regardez bien la partie orange, c'est la carrosserie, la structure. C'est là que les gains les plus spectaculaires sont possibles. Mais attention, il ne faut surtout pas enterrer l'acier trop vite. Lui aussi, il évolue et il évolue même très vite. Ce graphique montre que les nouveaux aciers, qu'on appelle les ASSH, sont incroyablement plus résistants que les anciens. Alors oui, ils perdent un peu en ductilité, c'est-à-dire leur capacité à s'étirer sans casser, mais ils gagnent énormément en résistance. En gros, ça veut dire qu'on peut utiliser des feuilles d'acier bien plus fines et donc plus légères pour la même solidité. L'acier est loin d'avoir dit son dernier mot. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas un seul matériau miracle. La solution, c'est une combinaison intelligente de plusieurs matériaux. Il s'agit de mettre le bon matériau au bon endroit pour la bonne fonction. C'est ça l'avenir, des structures multimatériaux. Et ça, bien sûr, ça amène des défis de conception et d'assemblage qui sont absolument fascinants. C'est bien d'avoir les bons ingrédients. Mais comment on invente la recette parfaite, surtout quand elle devient aussi complexe ? C'est là qu'une approche totalement révolutionnaire entre en jeu. Une approche rendue possible par la puissance de nos ordinateurs et qui est en train de changer radicalement notre façon de concevoir les objets. Et cette approche, ça s'appelle la conception générative. L'idée de base est assez simple, mais elle est incroyablement puissante. Au lieu de dessiner une pièce, l'ingénieur va plutôt donner les règles du jeu à l'ordinateur. Il va lui dire « voilà l'objectif », par exemple minimiser le poids, et voilà les contraintes, comme les points d'attache ou les forces à supporter. À partir de là, l'IA devient une sorte de partenaire créatif qui va explorer des milliers de solutions, des solutions que l'esprit humain n'aurait même pas pu imaginer. Et ce schéma nous montre bien comment ça marche. L'ingénieur ne dessine plus, non. Il pose un problème. Il dit « j'ai besoin d'une pièce qui va de ce point A à ce point B, qui supporte tant de poids et qui doit être la plus légère possible ». Et là, la magie opère. L'ordinateur va générer des centaines de formes possibles. Le rôle de l'humain change. Il devient une sorte de conservateur de musée qui va choisir la solution la plus élégante, la plus efficace, avant de l'envoyer par exemple vers une imprimante 3D pour la fabriquer. Et le résultat, il est juste spectaculaire, regardez ça. À gauche, on a la pièce conçue par un humain. C'est carré, c'est massif, c'est ce qu'on sait faire. À droite, la version générée par l'IA. C'est organique, ça ressemble à un os, c'est presque extraterrestre. En fait, l'ordinateur a enlevé le moindre gramme de matière qui ne servait pas directement à la solidité de la pièce. Il ne reste que l'essentiel, la structure la plus pure et la plus efficace possible. Cette citation d'un ingénieur qui travaille pour la NASA, elle dit tout.
La conception générative, ça force même les experts les plus brillants à oublier tout ce qu'ils pensaient savoir. L'ordinateur, lui, n'a pas nos préjugés esthétiques sur les angles droits ou les surfaces bien lisses. Il ne s'intéresse qu'à une seule chose, les lois de la physique. Et il les applique pour trouver la solution la plus optimale. Et c'est là qu'on arrive vraiment au cœur du sujet. On a vu d'un côté les nouveaux matériaux, de l'autre la nouvelle façon de concevoir. Eh bien, c'est précisément la rencontre entre les deux qui donne naissance à un modèle de fabrication entièrement nouveau. Ce fameux nexus, en fait, c'est la rencontre de 3 choses qui ne peuvent pas fonctionner l'une sans l'autre. 1. Les structures multimatériaux. 2. La conception générative par IA. Et 3. Les nouvelles méthodes de fabrication, comme l'impression 3D. C'est une boucle vertueuse. On n'aurait jamais pu imaginer ces formes complexes sans l'IA. Et on n'aurait jamais pu les fabriquer sans l'impression 3D. Chaque élément rend les autres possibles. Voilà, cette phrase, elle résume tout. On ne parle pas juste d'une petite amélioration, d'une évolution, c'est un vrai changement de paradigme. Les limites, ce ne sont plus nos machines ou nos outils. Les seules limites, désormais, ce sont celles de notre imagination et les problèmes que l'on veut résoudre. On a beaucoup parlé de voitures, c'est vrai, mais il faut bien comprendre que l'impact de ce Nexus va bien au-delà. Alors, concrètement, pourquoi est-ce que ça change vraiment la donne, et pas seulement pour les voitures ? Imaginez un peu, des ailes d'avion qui seraient conçues en imitant la structure interne des os d'oiseaux pour être à la fois plus légères et plus solides, ou des prothèses de hanches imprimées en 3D sur mesure parfaitement adaptées à la morphologie de chaque patient pour une récupération plus rapide. Même des objets du quotidien. Le cadre de votre prochain vélo pourrait être imaginé par une IA pour être ultra rigide là où il faut et incroyablement léger. Les possibilités sont littéralement partout. Tout ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. On vient de voir comment un ordinateur a pu complètement transformer un objet aussi simple, aussi basique qu'un support métallique. Alors la question qu'on doit se poser, c'est s'il peut faire ça avec une simple pièce, qu'est-ce qu'il pourrait réimaginer ensuite ? Des systèmes plus complexes ? Des moteurs ? Des bâtiments ? Voire des villes entières ? L'avenir de la façon dont on fabrique les choses est en train de s'écrire sous nos yeux et il s'annonce radicalement différent de tout ce qu'on a pu connaître.